bonjour à toutes et à tous dans cette seconde partie destinée à préciser les relations, le dialogue en fait qui s'installe entre l'embryon et le système génital au cours des premiers jours de la gestation. Les changements morphologiques sont importants. Nous voyons, rappelez ici que c'est vers le 7e jour, suivant la fécondation, que se fait habituellement le transfert d'embryon. La période qui précède se passe bien entendu au niveau de l'oviducte. Et en fait, sensu stricto, l'embryon va passer les 5 premiers jours de son développement dans cet oviducte. Après, il va essentiellement assurer son développement dans la corne utérine. Je voudrais insister sur les changements de forme auxquels on peut assister, surtout après le 7e jour. Donc le blasto est arrivé dans la corne utérine vers le 5e jour et il va par la suite entamer des changements de forme. Ces changements de forme résultent du développement essentiellement du trophoblaste qui va considérablement s'allonger. Phénomène d'élongation, ce trophoblaste va par la suite s'apposer bien sûr progressivement au niveau de l'endomètre et il va ainsi dans les jours qui suivent y adhérer pour assurer bien sûr les relations plus intimes entre l'endomètre et l'embryon. Nous en voyons une illustration au microscope ici de cette vésicule embryonnaire particulièrement allongée à ce stade-là de la gestation. Des changements de forme, mais également des changements de taille. Nous sommes partis effectivement d'un embryon avec 2 blastomères qui avaient une dimension de 150 microns. Nous en sommes arrivés à avoir un blasto qui avait plus ou moins 200 microns de diamètre et nous constatons que la vésicule embryonnaire va considérablement s'allonger. Au 12e jour, elle fait 3 cm de long et vers le 16e, 17e jour, elle a déjà une taille de 20 cm. Cette vésicule embryonnaire, on le sait, va occuper bien sûr la corne ipsilatérale à l'ovaire porteur de l'ovulation, mais va aussi se diriger vers la corne opposée, vers la corne entre guillemets non gestante. Le dialogue maintenant, en quoi consiste-t-il? Nous allons essayer d'en donner quelques exemples. Nous retrouvons ici bien sûr les différents stades du développement de notre embryon, suite à la fertilisation, à l'obtention d'une blastula. Nous avons parlé effectivement du phénomène de hatching et nous avons décrit le phénomène d'élongation. Eh bien, ce dialogue va concerner l'embryon à ses différents stades précoces de développement et va concerner l'oviduc dans lequel il se trouve. Et donc, ça, c'est un dialogue dans les deux sens, par définition. Il ne s'agit pas d'un monologue, il s'agit d'un dialogue. Il ne s'agit pas non plus, petite plaisanterie oblige, il ne s'agit pas non plus d'un catalogue, celui des 3 Suisses. Ce dialogue va concerner également l'embryon quand il se retrouvera dans la corne utérine. Et là aussi, il va s'échanger des messages entre la corne utérine et l'endomètre plus spécifiquement et cet embryon. Voyons-en quelques exemples maintenant. Un élément clé qui préside à la mise en place de la gestation, c'est la progestérone. Et cette progestérone, on le sait, va évoluer de la manière suivante après l'ovulation et la fécondation. Nous allons avoir une augmentation pendant ce qu'il est convenu d'appeler le méteustrus, phase de développement du corps jaune hémorragique. Cette progestérone va également se maintenir par la suite pendant le diœstrus, période pendant laquelle le corps jaune aura atteint sa taille maximale de plus ou moins 2 cm. J'insiste sur le fait que, et c'est une des causes d'infertilité, c'est que le développement, l'acquisition d'une concentration optimale de progestérone doit être aussi rapide
que possible. Et ceci s'explique par le fait que cette progestérone va contribuer à activer le génome embryonnaire. Et cette activation se fait au stade de 4 cellules. Cette activation du génome, ça veut simplement dire que jusqu'au stade 4 cellules, donc vers le jour plus ou moins 3, l'embryon a vécu sur les réserves que lui avait procuré l'ovocyte. Par la suite, il est obligé lui-même de se maintenir à niveau suite à cette activation du génome. Premier effet donc essentiel de cette progestérone. Un deuxième effet essentiel, c'est que cette progestérone va avoir une action au niveau de l'endomètre. Elle va y activer le transcriptome, donc cette multiplication bien sûr de l'ADN, donc la synthèse de toute une série de substances, et elle va donc ainsi concrétiser le rôle histotrophe qu'elle peut avoir sur l'embryon qui, je le rappelle, à ce stade-là, est sorti de sa pellucide et a entamé sa phase d'élongation. Et donc, c'est un élément essentiel, effectivement, qui préside à cette élongation de l'embryon. Et Dieu sait si c'est important pour la suite des opérations. Un deuxième exemple de ce dialogue, et celui-ci se passe au niveau de l'oviducte, c'est les embryotropines. C'est une série de substances protéiques, lipidiques, ça peut être des ARN messagers, des neurotransmetteurs, qui vont là entamer une stimulation en quelque sorte de l'embryon. Et en fait, on peut en donner un exemple relativement concret, que sont les protéines du choc thermique, et qui vont, ces protéines du choc thermique, protéger l'embryon suite à des agressions extérieures, comme par exemple une augmentation de la température externe. Au niveau de l'oviducte, on a pu constater que ces interactions dépendaient du statut métabolique de la mère au cours du postpartum. Autre lien important s'il en est avec cette période préparatoire à la période de reproduction. Mais vont dépendre aussi du degré de synchronisme qu'il y a entre l'oviducte et l'embryon. Autrement dit, il faut que le degré de développement et de préparation de l'oviducte corresponde au stade de développement de l'embryon à ce niveau-là. Un troisième exemple qui peut être donné pour illustrer le dialogue, c'est, et on le sait, l'apparition vers le 17e jour, suivant la fécondation, l'apparition des cellules binucléées. Ces cellules binucléées constituent autant que l'embryon, autant que le trophoblaste de manière plus spécifique, des corps étrangers. Et elles sont destinées, il va y avoir une réaction qui vont bien entendu faciliter la reconnaissance par l'organisme maternel de ces cellules binucléées comme du trophoblaste. Et donc il va y avoir un phénomène d'inhibition de ce Major Histocompatibility Complex, le fameux MHC, qui va donc empêcher bien sûr le rejet de ce corps étranger par la mère. Ces cellules binucléées, il n'est pas inutile de le rappeler, sont à l'origine bien sûr de la synthèse, non pas de la PAG, mais des PAG, puisqu'il en existe une vingtaine. Leur rôle est assez flou encore, mais il est vraisemblable qu'elles ont un rôle essentiel dans le maintien et le développement de l'embryon par la suite. Voilà donc quelques exemples concrets de dialogue, d'outils de dialogue entre l'organisme maternel au sens large et l'embryon. A l'inverse, maintenant, l'embryon peut effectivement dialoguer. Et un des éléments essentiels de ce dialogue, c'est bien sûr la trophoblastine, qui est synthétisée vers le 16e jour de la gestation par l'embryon et par le trophoblaste. Cette trophoblastine est aussi appelée interféron. Et un des premiers rôles de cette trophoblastine, c'est d'agir de concert avec la progestérone pour intervenir dans le phénomène d'élongation de l'embryon. Mais un deuxième rôle essentiel, sans lequel une gestation ne pourrait pas se maintenir, c'est l'implication de cette trophoblastine dans le phénomène d'inhibition de la lutyolyse. Il est vrai
que cette trophoblastine n'est pas le seul mécanisme qui peut empêcher une régression du corps jaune. On citera, et pour exemple, c'est que la synthèse endométriale de la PGE1 et de la PGE2 augmentent et vont contribuer à renforcer l'activité lutéale du corps jaune. Mais cette trophoblastine n'a pas qu'un effet local, il est décrit qu'elle peut avoir également un effet général, puisqu'on peut retrouver des gènes qui en contrôlent l'activité au niveau des monocytes, du foie et du corps jaune. Et le fait qu'il y ait des gènes qui régulent l'activité de la trophoblastine au niveau de monocytes sanguins, par exemple, laisse entrevoir la possibilité de mettre au point des méthodes de diagnostic très précoces de la gestation. Un deuxième exemple, effectivement, de l'impact de l'embryon, c'est que l'embryon exerce aussi un contrôle sur le métabolome de l'oviduc, c'est-à-dire qu'il peut réguler, en fait, toute l'activité métabolique de cet oviduc, et il semblerait que cette régulation soit différente suivant la zone de l'oviduc. Elle ne serait pas la même au niveau de l'ampoule ou au niveau de l'isthme de cet oviduc. Voilà quelques rappels, je croyais intéressants, pour illustrer quelque part la complexité des premiers stades du développement de l'embryon. Alors, résumons-nous. De la période embryonnaire précoce, qu'allons-nous retenir? C'est que du jour 0 au jour 4, on assiste à des divisions cellulaires. Le jour 3, sous l'effet de la progestérone, il y a activation de l'embryon. Au jour 5, cet embryon arrive dans l'utérus. Et n'oublions pas, et c'est un caractère essentiel, cette augmentation de la concentration de la progestérone au cours des 5-6 premiers jours suivant la fécondation. Au cours de la période suivante, le 8e au 27e jour, on va avoir la sortie de pellucide de l'embryon, sa phase d'élongation, la synthèse de la trophoblastine, le rôle isotrophe joué par l'endomètre sous l'effet de la progestérone, une inhibition de la lutéolyse par cette trophoblastine, une synthèse de la PAG, et n'oublions pas quand même, organogenèse oblige, c'est que déjà au jour 21, par échographie, on peut, avec un peu d'attention et de patience, identifier déjà des battements cardiaques. Au cours de la période embryonnaire tardive, on va surtout assister à quoi? À l'organogenèse, au développement des différentes structures de l'embryon, et ne l'oublions pas parce qu'ils vont assurer un rôle de maintien de cette gestation essentielle au développement des placentome. Au 40e jour suivant la fécondation, ces placentomes sont au nombre de 20, et vous voyez qu'ils ce nombre est multiplié par 4 à peu près un mois plus tard. Dernière période fœtale, on va assister bien sûr à la croissance du fœtus. N'oublions pas non plus que c'est durant cette période fœtale que va se mettre en place aussi le sexage de l'embryon. Voilà pour cette deuxième partie qui avait pour but de vous illustrer les dialogues existants entre le système génital et l'embryon, et inversement, et je vous donne rendez-vous pour la troisième partie où nous allons aborder de manière plus spécifique la mortalité embryonnaire. Si toujours ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ces vidéos sur le site sur ma page de YouTube, et vous pouvez aussi compléter vos informations en reproduction bovine via les pages Facebook Thériogénéalogie et Rhume Expert. À bientôt.